arrive le vilain phylloxéra. Petite bestiole affreuse qui, petit à petit, arrive en France et décime le vignoble français, mais également européen. Et là, patatras, tout s'arrête, une crise terrible, et on commence à chercher comment éradiquer cette affreuse bestiole. Ça a pris du temps. On a essayé plein de choses différentes. On a ébouillanté le vignoble pour essayer de la tuer. On a essayé tout un tas de trucs jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Un peu d'où elle était venue, c'est-à-dire de l'Amérique du Nord, de ce qui est aujourd'hui les États-Unis. Et on se rend compte qu'en greffant la vigne européenne sur des porte-greffes américains d'une autre espèce finalement, on arrive à éliminer le phylloxéra et à s'en sortir. Donc on vient prendre un pied de vigne américain qui lui résiste en fait au phylloxéra, c'est ça ? C'est exactement ça. Et on met par-dessus nos cépages européens. Donc voilà. On n'a pas perdu de nos cépages anciens. Pas du tout, c'est juste on l'utilise comme support, un peu comme un filtre qui permet de garder les cépages auxquels on est habitué, qui sont vraiment l'identité des régions françaises. Et on les greffe sur un porte-greffe qui finalement est tout à fait neutre, mais permet au phylloxéra de ne plus s'implanter. Alors il est toujours présent, il est toujours présent parce qu'aujourd'hui les vignes sont toujours greffées de la même manière pour éviter le phylloxéra. D'accord. Donc petit à petit, on se sort de cette crise du phylloxéra qui a quand même pas mal impacté tout le vignoble européen. Et si on avance un petit peu dans le temps, dans les années 1930, je crois qu'il y a quelque chose d'assez significatif. Oui, tout à fait. Les premières AOC commencent à arriver à peu près à cette date-là. On commence à dessiner quelques régions, à la fois pour contrer un peu la contrebande et voilà, ça existait aussi, mais aussi pour montrer, et il y a plein d'éléments il y avait plein d'initiatives qui avaient déjà montré que certaines zones méritaient d'être classées et d'être délimitées surtout. C'est un peu le démarrage des AOC qu'on a eu. Les premières datant de 1935, mais le travail qui a anticipé ça a commencé effectivement au tout début des années 30, fin des années 20. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à voir ce que le vignoble français va devenir progressivement. Et là, on fait petit à petit un bond vers les années 50, où après, on profite un peu de l'après-guerre, du plan Marshall et de l'arrivée des tracteurs et de la mécanisation. Et on se dit que la vigne aussi peut profiter de cette amélioration, à la fois dans les rendements. On essaye de beaucoup plus produire. On plante la vigne et on la replante vite, pas très 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 longtemps après par rapport à la durée de vie potentielle d'une vigne, pour être sûr qu'elle ne perde pas en rendement. Voilà, il y a tout un tas de choses qui arrivent à ce moment-là. L'introduction des produits phytosanitaires. Alors si on désherbe et qu'on met de l'engrais, ben forcément, comme dans le reste de l'agriculture, finalement, on va réussir à mieux vivre de la vigne, à produire plus et à conquérir de nouveaux marchés. Et en parlant de nouveaux marchés, on a aussi avec la mondialisation, on peut déguster en fait des vins qui viennent de partout dans le monde, de plus facilement en tout cas qu'avant. Oui, tout à fait. On commence à voyager plus aussi et à aller déguster des vins à droite à gauche. Les pays s'intéressent à la vigne, donc importent aussi des vins français ou européens. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, en 1976 par exemple, qu'il y a cette anecdote hyper particulière où on a fait déguster à des grands dégustateurs de plusieurs pays des vins californiens opposés
un peu opposés, je mets des guillemets, à des vins français. Et ce qu'on appelle le jugement de Paris, donc en 1976. Et à l'aveugle, ce sont des vins californiens qui se sont démarqués par rapport aux vins français. Donc là, ça a un petit peu bousculé le paysage gustatif et un peu déstabilisé ce qu'on imaginait ou un peu l'aura qu'avaient les vins français. C'était un peu particulier. Et donc tu parlais de mécanisation, de produits phytosanitaires, etc., entre guillemets de modernisation, et c'est intéressant parce que maintenant on aurait presque tendance à venir rechercher des techniques et des variétés de raisins plutôt ancestrales, donc à revenir un petit peu à l'avant. Est-ce que c'est parce que les goûts des consommateurs ont évolué? Qu'est-ce qu'on observe maintenant? On se rend compte aujourd'hui, tous les ans, les niveaux de production et de consommation sont calculés et on voit que les Français boivent de moins en moins de vin. Par contre, ils boivent de mieux en mieux. Finalement, ils deviennent plus exigeants. Je pense que c'est pareil avec le niveau global de ce que les gens mangent et boivent. Mais la baisse de la consommation est clairement en route. Et la montée en gamme des vins aussi. On boit moins, mais on boit mieux. Alors c'est vrai qu'il y a aussi eu tout un tas de campagnes de sensibilisation, quand ce qu'on buvait dans les années 60 et ce qu'on boit maintenant, déjà en volume, c'est pas du tout la même chose, mais c'est pas non plus les mêmes vins. Il y a eu la loi Évin, il y a eu tout un tas de faites attention, ne buvez pas trop, ça donne le cancer, ou il y avait quand même des vrais problèmes d'alcoolisme qu'on essaye d'éviter. Et aujourd'hui, on trouve même à l'inverse une consommation progressive de vins désalcoolisés. Les vins bio, les vins naturels aussi, ça démontre bien que les consommateurs ne veulent pas boire n'importe quoi, ni manger n'importe quoi. Tout ça, c'est dans la même famille. On retrouve des styles de vin qui avaient un peu disparu, qui s'étaient un peu effacés. Je pense notamment au vin orange, par exemple, qui s'était un peu effacé, depuis 6000 ans qu'on les produisait. On retrouvera un épisode là-dessus bientôt. Donc les vins oranges, les pétillants naturels, et puis les vins nature. Ça, c'est des vins qui sont faits de manière un peu soit ancestrale, soit plus naturellement finalement. Et côté changement climatique, puisque tu en as touché 2 mots plus tôt dans l'épisode, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Alors, le changement climatique a un peu forcé les viticulteurs et va forcer les viticulteurs à peut-être changer un petit peu leur fusil d'épaule. On avait introduit dans les vignobles des cépages qui aiment beaucoup le soleil, par exemple. Aujourd'hui, on fait un petit peu marche arrière et on redécouvre des variétés ancestrales qui finalement étaient très adaptées à des endroits particuliers et qu'on replante et qu'on redécouvre et finalement qu'on remet au goût du jour parce qu'ils sont là où ils devraient être. En tout cas, c'est passionnant. Clairement, l'histoire de la vigne n'est pas un long fleuve tranquille. On vous en a donné aujourd'hui un bon aperçu avec ses moments clés et quelques anecdotes. Et on pourrait vous en dire encore beaucoup plus, mais je suis sûre que ce sera pour une prochaine fois. On vous donne tout de suite rendez-vous dans le prochain épisode pour parler de cépage. Derrière ce nom, qui est parfois un peu technique lorsqu'on débute dans le vin, se cache en fait toute la diversité du monde du vin. Et même quand on est connaisseur, les cépages ont encore beaucoup à nous apprendre. En attendant, vous pouvez aussi nous retrouver sur nos autres réseaux, Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et si vous avez envie de passer à la dégustation, alors dans ce cas-là, je vous donne rendez-vous sur notre site 3xvin.com où vous retrouverez nos box de vin et notre sélection de petits domaines confidentiels.